même que nous puissions, que nous fassions un peu quelque chose, un résumé de cet enseignement. Au tout début, lorsque nous commencions donc avec l'enseignement, nous avons vu que la géopolitique, c'est une discipline fondamentale qui s'inscrit dans le cadre des géosciences politiques. Nous avons, comme dans toutes les autres disciplines, montré que la géopolitique s'est également appuyée sur un ensemble d'auteurs classiques qui ont contribué à la formation de la discipline à travers leurs observations, à travers leurs commentaires, à travers leurs analyses qu'ils faisaient. On a donc pu constater que la géopolitique, en réalité, elle essaye de regarder, de faire le rapport entre la politique et la géographie, parce que l'espace est quelque chose de fondamental. L'espace est l'élément à partir duquel on se projette. Il fallait donc, à partir de la géopolitique, connaître déjà cet espace-là pour savoir quelle est l'échelle de puissance qu'on pouvait essayer de déterminer pour soi-même. Et nous avons bien dit que lorsque nous parlons d'échelle de puissance ici, c'est chacun en fonction de ses capacités, de ce qu'il est, qui essaie de définir son échelle de puissance, qui essaie de définir la trajectoire qu'il veut emprunter, qui essaie de définir le niveau qu'il veut donner à sa nation ou alors à son pays. Donc, le géopolitologue, quand il fait dans ses analyses, répond, selon François Tchal, à un certain nombre de questions qui sont qui veut quoi, avec qui, comment, répondre donc à ces questions-là va constituer le nœud fondamental de la géopolitique. Parce que c'est ce qui va vous permettre de décrypter l'actualité, de décrypter les faits, de décrypter les phénomènes. C'est ce qui va vous permettre de décrire les intentions, les prétentions, les motivations des acteurs, leurs interactions, leurs alliances et autres. C'est ce qui va vous permettre donc de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière des alliances, qu'est-ce qui se cache derrière des déclarations politiques, qu'est-ce qui se cache derrière la position géographique d'un État, qu'est-ce qui se cache derrière les ambitions affichées d'un acteur géopolitique sur la scène internationale. Donc, et on a donc dit que l'espace est un élément fondamental, mais est-ce que l'espace doit être considéré donc comme quelque chose de déterministe? Et nous avons dit que si au plan matériel, l'espace, c'est déjà quelque chose qui est tracé d'avance, qui existe, au plan immatériel, on peut se le représenter autrement. Et on l'a vu à partir de la carte de l'Europe, comment est-ce que l'Europe prend une carte et essaye de se placer au centre du monde. Mais c'est surtout avec l'Amérique qu'on a pu comprendre qu'est-ce que c'est que se voir comme étant le centre du monde à partir de la carte. Et c'est à partir de là que les routes stratégiques vont être tracées, vont être dessinées. C'est à partir de là que les routes des lieux de consommation vont être dessinées. C'est à partir de là que les routes des lieux de production vont également être dessinées. C'est à partir de là que le contrôle des canaux, des points vitaux, des canaux, des caps et autres vont aussi s'établir, parce que l'espace doit être à notre portée et rien ne doit être au-delà de nos capacités. Rien ne doit être un obstacle pour le déploiement géopolitique d'un État qui se veut puissant sur la scène internationale. La Russie aussi, la Chine aussi. Mais nous avons également dit que c'est une perception, c'est une construction. Ça veut dire que l'Afrique aussi peut la déconstruire en essayant de se redessiner la carte du monde, même à l'inverse. Pourquoi pas? Et un pays comme le Cameroun, à l'inverse, donc, se retrouverait au nord. Parce qu'on estime que s'il faut revoir la carte du monde telle qu'elle est, il faut d'abord cela considérer dans l'esprit. Et si dans notre esprit, nous la voyons telle que celle-ci nous la présente, c'est-à-dire dans le cadre du monde inversé, et donc le sud devient le nord devient le sud, et le sud se débarrassant ainsi de tout ce que le nord a, de tout ce qu'il abrite d'habitude comme effet nocif, pauvreté, maladie et autres phénomènes, pauvreté, maladie, sous-industrialisation, ainsi de suite, ferait donc partie du quotidien de cette Afrique, de ce pays, ou alors de ces pays du Sud. Cela revient aussi à dire qu'une fois ou non, donc, on se met dans un état d'esprit de pays développé et on commence donc à fabriquer. Donc, la géopolitique nous permet de réfléchir, nous permet de penser, nous permet de revoir comment est-ce que nous voulons nous déployer, de revoir comment est-ce que nous pensons par rapport aux autres acteurs qui existent sur la scène dans laquelle nous évoluons. On a donc fait la distinction opératoire entre la géopolitique, la géostratégie et la géographie politique. Et on a bien précisé que la géographie politique, en réalité, nous offre le contenu, nous permet de savoir ce qu'il y a comme contenu. La géopolitique nous permet donc de faire de ce contenu un enjeu.
c'est-à-dire qu'il y a une dynamique ici maintenant, il y a une dynamique de projection qui s'intègre dans la perception de la chose. Donc, la géopolitique nous permet maintenant de faire de ce contenu un enjeu. Parce que j'ai le pétrole, comment est-ce que je peux devenir une puissance avec mon pétrole? C'est la géopolitique. Mais comment est-ce que je peux utiliser mon espace au mieux de mes intérêts? C'est la géostratégie. Parce que là-bas, on essaye de montrer que l'espace est un théâtre dans lequel s'opère un certain nombre d'activités. Ce sont donc des notions parfois qui sont prises de manière contradictoire. Et on l'a vu avec Raymond Aron déjà, il faisait déjà la distinction entre, il définissait déjà l'espace de trois façons, en termes de milieu de théâtre et puis d'enjeu. L'espace donc, en termes de milieu, c'est lui qui reviendra donc comme étant le cadre en géographie politique. La géographie politique va donc considérer que l'espace est un cadre. Le cadre est offert et le cadre est présenté à partir de son contenu. C'est la géographie politique. Elle vous renseigne sur le contenu de votre espace. Et la géopolitique, maintenant, va essayer d'en faire un élément, un enjeu, c'est-à-dire qu'un élément pour la puissance. Et la géostratégie va donc vous montrer en quoi cet espace peut être un théâtre. Ceci dit, l'espace est donc perçu dans les géosciences de trois manières. Comme cadre, comme théâtre et comme enjeu. Comme cadre, c'est la géographie politique. Comme théâtre, c'est la géostratégie. Et comme enjeu, c'est la géopolitique, qui forment donc les sciences du pouvoir traditionnelles. Si l'on s'intéresse donc à l'espace comme cadre, ça veut dire qu'à la géographie politique, ici on verra donc en tant que cadre, il a aussi une délimitation. Il a donc une délimitation, il y a des frontières qu'il faut repérer, il y a des territoires qu'il faut repérer, il y a des lignes qu'il faut repérer également. Parce qu'en tant que cadre, il y a des territoires, il y a des lignes et il y a des pôles qui sont les aspects fondamentaux qu'il faut pouvoir déceler lorsqu'on vous demande d'analyser un territoire. Et l'analyse du territoire peut avoir plusieurs dimensions en fonction du territoire qui doit être analysé. Ça peut être un territoire régional, un territoire continental, un territoire national, un territoire régional, je veux dire en termes de province. Donc ici, vous avez un exemple sur les territoires politiques. L'État, par exemple. Si on vous demande de définir un État, vous devez faire un discours pour un président. Il faut montrer que vous connaissez bien un espace. Alors, vous vous renseignez à partir de votre géographie politique pour avoir les ingrédients nécessaires. À partir de là, qu'est-ce qu'il faudra savoir? Et au niveau du territoire infra ou supra-étatique, le découpage administratif. Au niveau des territoires socioculturels, linguistiques, confessionnels et socio-économiques, il faut avoir cette monographie, il faut avoir cette sociologie qui va permettre donc au lecteur ou alors à celui qui vous écoute de savoir et de comprendre que celui-là connaît effectivement nos problèmes. Donc, connaître l'État, c'est aussi sa morphométrie, c'est aussi sa cartographie, c'est aussi sa forme. Donc, il faut avoir tous ces éléments-là qui vous permettent de disposer de la connaissance nécessaire et de l'expérience nécessaire pour la maîtrise de l'espace. Nous avons aussi évoqué la question des lignes politiques. Donc, les espaces sont délimités par des frontières et des réseaux. Ce sont elles qui vont créer des lignes, c'est-à-dire des points de partage. Et parmi les lignes dont on a les frontières, elles peuvent être terrestres, maritimes, comme vous connaissez, l'espace tridimensionnel, terre, mer, air, par exemple, va venir intervenir. En termes de réseau, quelle est la structure des réseaux de cet État? Est-ce un réseau dense, bien développé, au niveau routier, aérien, ferroviaire, par exemple? Donc, tout cela vous permet de savoir quelle est la nature de l'État que vous avez en face de vous et s'il s'agit bien d'un État avec lequel vous pouvez rivaliser ou alors d'un État dont vous devez faire attention. Et là, vous allez voir donc la question des pôles aussi qui va surgir en termes de capital politique, de capital économique, de pôle symbolique et puis de pôle religieux. De quoi s'agit-il? Il faut donc savoir, ceci vous permet de connaître quels sont les différents centres décisionnels. Je vous ai dit, la puissance, c'est la décision. Il faut donc avoir la capacité de savoir qui décide dans l'environnement où je me trouve. Quels sont les différents centres où se prennent la décision? Le pôle politique, le pôle économique, le pôle symbolique et religieux. Il y a des communautés où le pôle religieux, où le pôle symbolique est plus fort que le pôle religieux, que le pôle culturel est plus puissant que le pôle religieux. Et si vous analysez de tels espaces sans tenir compte de la capacité ou alors de la puissance du pôle symbolique, alors vous pouvez être en train de proposer des solutions qui ne peuvent tenir, ou alors des conseils qui ne peuvent tenir aux politiques dont vous êtes en train de servir de conseil. L'espace devient donc un enjeu à partir des dynamiques territoriales qui s'imposent, à partir des acteurs et du jeu des intérêts qui vont donc essayer de produire.
l'espace en tant que théâtre, c'est comme on l'a vu tout à l'heure, ici c'est la géostratégie qui nous montre donc qu'il s'agit ici de faire une combinaison entre les différents espaces. Il s'agit ici de savoir comment est-ce qu'on utilise un espace, comment est-ce qu'on mobilise un espace au mieux de nos intérêts, comment est-ce qu'à partir de la configuration d'un espace, nous nous organisons pour pouvoir le maîtriser, pour pouvoir le décliner. Lorsque nous l'avons fait, nous sommes passés à la définition, donc, au niveau des théories de géopolitique. Parce que, comme nous l'avons dit au départ, la géopolitique n'est pas une discipline qui est apparue ex nihilo. La géopolitique est le fruit d'un ensemble de penseurs, est le fruit d'un ensemble de débats, est le fruit d'une construction scientifique, est le fruit d'une réflexion idéologique qui a eu à mener, qui a eu à s'exercer dans le temps et qui a fini par devenir une discipline. Et nous avons donc quelques théories fondamentales qu'il faut pouvoir retenir et connaître lorsqu'on parle ou lorsqu'on se dit praticien de géopolitique. L'école allemande de géopolitique, l'école française de géopolitique, le Hardland de Mackinder, le Sea Power de Mahan et le Rimland de Nicolas Spykman sont quelques éléments sur lesquels nous allons nous appuyer pour essayer de vous proposer quelque chose. Mais ce qu'il faut dire de prime abord, c'est qu'en géopolitique, le grand débat majeur a souvent porté sur deux écoles, l'école continentaliste et l'école maritimiste. Pour l'école continentaliste, il faut maîtriser les territoires continentaux pour devenir une puissance. Il faut agrandir l'espace continental pour devenir une puissance. La maîtrise des terres sera donc fondamentale. Or, dans la géopolitique maritimiste, c'est-à-dire que l'école maritimiste de géopolitique vous dira que c'est le contrôle des mers et des océans qui procure donc la puissance. Contrôler les mers et les océans serait donc un enjeu fondamental pour ce type de puissance. Mais vous savez, chaque État doit donc profiter de sa forme, de sa morphométrie. Chaque État doit profiter de sa topographie afin de décider de l'option stratégique sur laquelle il va appuyer son raisonnement ou sur laquelle il va donc essayer de placer son raisonnement géopolitique ou de calquer son raisonnement géopolitique. Voilà donc, cela nous a permis de passer à Alfred Mackinder qui nous a parlé de l'île Monde et du Hardland. Mackinder qui nous a donc montré qu'il fallait contrôler l'Europe de l'Est pour contrôler le Hardland, qu'il fallait contrôler le Hardland pour contrôler l'île Monde et qu'il fallait contrôler l'île Monde pour contrôler le monde lui-même. Il s'agit là donc pour lui des espaces qui seraient stratégiques. Et comme je vous ai dit, le Hardland, le Rimland de Nicolas Spykman sont des théories qui ont aidé les puissances pendant leur période difficile à venir s'intégrer. Et vous verrez que pour l'école, parce que l'école de Mackinder fait partie donc de l'école continentale, mais pour l'école maritime, c'est-à-dire que ce qui explique la puissance par le contrôle des mers et des océans, tout est donc différent. Il faut contrôler les mers. Comme la carte que nous voyons ici, qui essaie de nous proposer en fait une image sur une flotte certainement de guerre. Vous voyez ce que c'est que d'être présent. La présence d'un État sur la scène internationale est donc fondamentale. Voilà une présence qui peut intimider, voilà une présence qui peut faire savoir qu'on n'est pas seul ou alors qu'on est observé. Et puis donc nous avons essayé de présenter Mahan, qui il était, d'où il venait et où est-ce qu'il est né. Donc, cela nous a permis de comprendre donc que maîtriser les mers est important d'abord pour la disposition d'une flotte de guerre, pour la disposition d'une flotte marchande, pour la maîtrise, pour l'écoulement des produits ou des ressources acquises, parce que cela est fondamental pour le marché. Les ressources acquises ont un but, c'est être transformées et servir après pour la fluorescence de l'économie d'un acteur géopolitique ou alors d'un État, l'État qui s'engage à faire ce genre de processus-là. Donc, il est fondamental de le dire parce que maîtriser les mers, c'est aussi un impact. D'ailleurs, nous le verrons lorsqu'on va aborder la question du Rimland, nous le verrons bien comment le Rimland a été mobilisé par les États-Unis pour pouvoir appliquer leur guerre froide, pour pouvoir contenir et endiguer
la montée en puissance du communisme, à l'époque, ils ont pu confiner au niveau de la Russie ou alors de quelques États affiliés. Donc, vous voyez donc bien ici qu'il faut avoir la maîtrise des mers vous permet d'avoir un commerce extérieur prospère, une marine de guerre puissante et puis des bateaux de défense du commerce, et puis des navires pour le ravitaillement et puis le des matières premières. Tout cela est important, tout cela est vraiment stratégique pour pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs. Mais lui, il s'appuyait donc sur le regard qu'il a porté à la Grande-Bretagne. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne, qui était à l'époque une grande puissance, contrôlait un espace inconsidérable, incommensurable de la Terre. Est-ce que vous me suivez très bien? Hein? Vraiment, il y a un peu de parasite là, on ne suit pas vraiment. Oui, oui. Est-ce que ça va là? Vous me suivez quand même? Est-ce que vous me suivez quand même? On vous suit avec des bruits, docteur. Avec le bruit, il y a le bruit. Oui, on vous suit très bien. Étayez voir vos micros alors. Voilà, là il n'y a plus de bruit. Donc, il regardait la Grande-Bretagne. Je crois que le bruit vient de Kacheba. Il faudrait que Kacheba ferme son micro. Je crois que le bruit vient de Kacheba, il faudrait qu'il ferme son micro. Kacheba, je vais désactiver le son chez lui. Voilà, là on ne suit plus rien, n'est-ce pas? C'est bon, docteur. Voilà, c'était de lui, oui. Donc, avec Mahan, on a donc pensé à la maîtrise des mers et Mahan a essayé de montrer ce que c'est que la puissance maritime à travers donc le contrôle des points stratégiques et tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, avec lui, on comprend aussi que l'importance, la position géographique d'un pays ne doit pas être un désavantage. Au contraire, celui qui a un regard sur la mer peut également s'en vanter à partir de la géopolitique et de la géostratégie. Donc, la géopolitique, en réalité, vous permet de transformer l'espace au mieux de vos intérêts, vous permet de vous saisir de l'opportunité que vous offre un espace pour atteindre un objectif stratégique précis. À côté donc de lui, nous avons également parlé de Nicolas Spikeman, qui lui nous a proposé le Rimland. Le Rimland était une ceinture stratégique qui partait de l'OTAN jusqu'à l'OTAS pour pouvoir contourner qui endiguait deux puissances continentales, à savoir la Russie et puis l'Allemagne, parce que ces puissances étaient d'un dynamisme effrayant et il fallait trouver une stratégie qui permettrait de les confiner dans leurs espaces. Donc, pour confiner l'Allemagne et la Russie, il a donc fallu penser le Rimland de Nicolas Spikeman. Ce n'est qu'une ceinture stratégique, c'est-à-dire qu'il s'agit d'avoir une alliance avec tous les États côtiers de ces espaces-là, de l'océan Atlantique Nord vers l'océan, vers l'OTAS, vers l'Asie du Sud-Est, quoi. Et il fallait donc, à partir de là, tous les pays qui se retrouvent au niveau de la frontière, au niveau des côtes, puissent être en harmonie, c'est-à-dire que puissent être en partenariat avec les États-Unis. Donc, Nicolas Spikeman a inspiré sa nation, a inspiré les leaders de son pays afin que ceux-ci puissent trouver une théorie qui pouvait l'aider à mieux asseoir, qui pouvait aider ceux-ci à mieux asseoir leur domination vis-à-vis de ces puissances d'un dynamisme effroyable. En fait, on comprend donc au-delà de tout ceci qu'avec Draxel, que l'espace, c'est comme un organisme vivant. Il naît, il grandit. L'objectif n'est pas qu'il meure, mais il meurt. L'objectif n'est pas qu'il meure, mais il meurt parce que parfois, l'espace devient ce que nous en faisons. Il faut avoir des espaces que vous maîtrisez. Il faut avoir la capacité également de les gérer. Il faut avoir la capacité de détecter et de prospecter les ressources qui s'y trouvent. Il faut en fait une autonomie stratégique forte.
pour pouvoir atteindre ces niveaux-là en ce qui concerne les pays d'Afrique. Cela nous a également amené à un autre, Karl Haushofer aussi, qui a pensé également la géopolitique à partir de la puissance continentale. Et ils sont nombreux. Il y a aussi eu Rudolf Kieren, qui faisait partie des auteurs que nous avons vus et qui nous disait que la géopolitique, comprendre la géopolitique, c'est donc d'abord comprendre la géographie. C'est donc d'abord maîtriser la géographie, c'est avoir une idée sur la démographie, parce que la géopolitique peut aussi faire de la démopolitique, c'est-à-dire que le rapport entre l'État et sa population. Cela est fondamental, par exemple, lorsqu'il faut définir la couverture sécuritaire ou militaire. Cela est fondamental parce que cela permet également de savoir quel est l'état à ce moment-là des hommes disponibles. Donc, vous voyez que l'économie aussi a son rôle sur la géoéconomie en termes de géoéconomie. Hein, on ne peut pas planter le coton n'importe où. Il faut trouver un espace où le coton est d'abord produit en grosse quantité et après maintenant assurer sa transformation sur place. Est-ce que cela est donc possible? Cela n'est pas possible. Pour les pays africains, cela reste encore comme une utopie dans certains cas. Je dis bien dans certains cas. La sociologie aussi serait importante. Même la politique envisagée en termes d'analyse du pouvoir, elle aussi sera d'une importance capitale. Donc, chacun, en fonction de sa configuration, a donc sa géopolitique. Et on a vu pour l'école française de géopolitique, par exemple, il fallait répondre à la question de savoir comment vaincre le colosse allemand. Parce que la France est à côté géographiquement de l'Allemagne et l'Allemagne était une puissance dominatrice. La France craignait donc que l'Allemagne vienne l'envahir. Et la France a donc noué des alliances de revers, par exemple avec l'URSS. Pour ceux qui lisent l'histoire, vous comprenez très bien comment s'était organisée cette alliance de revers. Bref, ce qu'on constate, c'est que toute géopolitique est donc liée à un sentiment ou à un événement. À un sentiment, vous avez vu, la plupart des pays côtiers, normalement, doivent se faire un sentiment de pays côtiers et d'essayer de l'embellir, par exemple. Bref, de transformer ces espaces-là en autre chose, ça pourrait assurer leur enrichissement personnel, par exemple. Donc, avec Mackinder aussi, il faut savoir que lui, ce qu'il a influencé dans le cadre de sa géopolitique, c'est que c'était la puissance navale britannique. Pour Mackinder, il était également inquiet de la montée en puissance de la Russie. Haushofer, quant à lui, avait refusé d'accepter la défaite allemande pendant la Première Guerre. La France, quant à elle, est traumatisée par de nombreuses défaites ou victoires illusoires. Parce que dans l'histoire aussi, la France a été très belliqueuse. Donc, la géopolitique, c'est cela. Et pour la géopolitique française, en ce qui concerne la France, par exemple, il y a 3 questions fondamentales, ou alors 3 points fondamentaux sur lesquels peuvent s'appuyer les éléments fondamentaux de sa géopolitique. Accrocher ou retenir l'Allemagne qui regarde vers le large. C'est l'un des piliers de la géopolitique française. Disposer d'alliés de revers et affaiblir l'Allemagne le plus possible. Est-ce que tout cela cadre encore dans la société d'aujourd'hui? Est-ce que tout cela doit même être dit dans un débat? Est-ce que tout cela doit même être dit également aujourd'hui? Est-ce que tout cela n'est pas une forme de, comment on va dire, de catégorisation, une forme d'indexation déjà? Bref, ce qu'il faut savoir, c'est que les 3 éléments de la géopolitique française, les voilà, accrocher ou retenir l'Angleterre qui regarde vers le large. Donc, il ne faut jamais laisser l'Angleterre prendre une avance incommensurable sur nous en tout point et en tout projet. Disposer d'alliés de revers, c'est ce que la France a eu à faire avec la Russie. Avec la Russie, par exemple, avec qui, pendant la Première Guerre mondiale, ils ne s'entendaient pas, ils étaient dans des camps opposés. Et puis affaiblir l'Allemagne le plus possible. Ce jeu se joue aujourd'hui. La géopolitique, c'est donc une méthode qui nous demande, qui nous exige à décrypter l'actualité, à maîtriser la géographie, à connaître notre histoire, mais également à dominer les structures. Et nous avons dit que lorsqu'on parle de déchiffrer l'actualité, il s'agit en fait de dispositifs diplomatiques, militaires, spéciaux et d'influence, et même des moyens et des intentions. Les motivations et les facteurs sont donc les motivations idéologiques, les motivations géostratégiques et autres. Donnez-moi 1 seconde, s'il vous plaît, j'ai un appel que je voudrais prendre. Oui, allô?
Oui.